Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la découverte d'un légume de A à Z. J'en profite également pour glisser la petite information suivante à ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Depuis peu, un serveur Discord, c'est pour échanger vocalement en direct ou par chat interposé, a été ouvert. Vous trouverez son adresse dans la description. Vous y retrouverez plein d'autres personnes, une base communautaire pour échanger sur vos projets ou simplement poser des questions et avoir des réponses immédiatement. On fait aussi des soirées animées à thème pour le week-end, etc. Je vous y invite et vous y attends. Vous trouverez également d'autres fiches descriptives de légumes de A à Z dans la playlist. On va parler aujourd'hui du topinambour, qui est aussi appelé artichaut de Jérusalem, truffe du Canada ou soleil vivace. C'est une plante vivace de la famille des astéracées, dont l'espèce appartient au même genre que le tournesol, Helianthus annuus, avec 2 N. Nous consommons ces tubercules qui sont des rhizomes tubérisés aux formes diverses et variées dont le goût rappelle celui de la pomme de terre, de la carde de blette et de l'artichaut. Pour ma part, j'adore les faire en purée patate, enfin, disons plutôt pommes de terre. Pour sa petite histoire, on découvre le topinambour tel que nous le connaissons à la suite d'une exploration par Samuel de Champlain dans la Nouvelle-France, l'actuel Canada, en 1605. Il découvre lors de son voyage que les autochtones du port de Nozette, au Massachusetts, cultivaient des racines dont le goût ressemblait à celui de l'artichaut. Il semblerait que cette plante ait voyagé au fil du temps de l'Amérique latine, notamment le Brésil, vers le nord en s'adaptant à un climat de plus en plus froid, jusqu'à arriver au Canada. C'est ensuite l'avocat et voyageur Marc Lescarbot qui embarque à La Rochelle en 1606 pour la colonie française de Port-Royal, c'est en Nouvelle-Écosse, une province du Canada, où Champlain lui fait découvrir le tubercule. Sur place, il le découvre donc, le goûte et en évoque le type en prononçant cette phrase. Une sorte de racine, grosse comme navot ou truffe. D'où son autre appellation, truffe du Canada. Il dira aussi, ayant un goût retiré des cardes, voire plus agréable, lesquelles plantées se multiplient comme par dépit, et en telle façon que c'est merveille. En gros, il dit qu'elles ont un goût prononcé de cardes, voire un peu plus agréable, lesquelles une fois plantées se multiplient à merveille. Il se rend compte que cette plante est bonne à manger et très productive. Il la rapporte donc en France en 1607 sous le nom qu'il lui a donné, la truffe du Canada. L'histoire est bien sympa, mais elle ne s'arrête pas là, me direz-vous. Pourquoi alors l'appelons-nous donc pas ainsi, la truffe du Canada? L'histoire que je vais vous raconter est très intéressante et l'expliquera très bien. Le topinambour, comme nous l'appelons aujourd'hui, doit son nom à une tribu brésilienne, les Tupinambault, découverte en 1585 par Walter Raleigh, un explorateur britannique. En 1613, 6 membres de cette peuplade ont été capturés et menés de force en France, pour y être exhibés à la cour. Ils furent présentés en même temps que la fameuse truffe du Canada. Un imbroglio fut à l'origine du nom qu'on lui connaît. Pour simplifier la prononciation de ces indigènes, au lieu de prononcer Tupinambault, on prononça Topinambou. Comme le légume avait déjà commencé à gagner en popularité dans les potagers de France dû à sa formidable acclimatation et sa production exceptionnelle, on crut, alors à tort, qu'il provenait du Brésil, et non de la Nouvelle-France, et on le surnomma topinambour. C'est notamment Carl von Linné, père du concept de biodiversité par son identification de près de 6000 espèces végétales et 4400 animales, qui contribua à l'appeler ainsi à tort près d'un siècle plus tard. L'histoire, comme elle s'écrit, ne reste qu'une histoire, un récit. Il se propagea ainsi le nom de topinambour pour nommer cette plante depuis lors. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En introduction, je vous ai dit qu'on nommait cette plante topinambour, truffe du Canada, mais aussi artichaut de Jérusalem. Pourquoi donc? Là aussi l'histoire est intéressante. On pourrait à la limite comprendre antichoke, de la traduction anglaise pour artichaut, en référence au goût du légume. Pour trouver la réponse, on doit remonter jusqu'en Italie, où la plante se surnommait girasole, car associée visuellement au tournesol, l'Helianthus annuus dont nous avons parlé plus tôt. Comme le montre la photo, les deux plantes en partie aérienne sont ressemblantes. Donc ça donnerait quelque chose comme antichoke girasole. Une autre simple méprise de traduction dictionnaire anglais-italien aura tout bonnement encore une fois créé une autre déformation de la langue. Une véritable chaîne de téléphone dont le résultat final ne ressemble plus vraiment au résultat d'origine. On passe de artichaut de Jérusalem à antichoke girasole. Donc voilà. Le passé horticole est truffé d'exemples similaires. Il faut dire qu'au XVIIe siècle, avec les nouvelles colonies, toutes sortes de nouveaux spécimens de plantes apparaissaient d'un peu partout, créant une véritable cacophonie botanique sans cadre pour les identifier. Quoi qu'il en soit, ce légume très apprécié dans le vieux pays, les colons français, eux, croyaient dur comme fer qu'ils deviendraient des sauvages s'ils en mangeaient. Même si d'anciens catalogues de semences québécois de la fin du 19e et 20e siècle en offraient, il n'a jamais vraiment eu la cote au Québec, contrairement à l'Europe où, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il côtoyait les autres légumes dans l'assiette.
Sa diffusion en Europe se développe rapidement grâce à sa culture facile, sa rusticité et sa forte multiplication végétative. Même dans des sols pauvres. Il est appelé poire de terre dans le traité des aliments de Louis Lemery en 1702. Nous l'appelons aussi légume ancien car il fait retour d'un oubli. Cet oubli fait suite à l'occupation allemande. Le topinambour ne faisait pas partie des légumes réquisitionnés, comme la pomme de terre ou le navet pour l'effort de guerre. On verra ensemble un peu plus loin pourquoi il n'a pas été distribué aux soldats en grande quantité, ou plus tard aussi à titre des indemnités de guerre à verser à l'Allemagne. Il ne restait que le topinambour dans les champs pour nourrir le peuple, pendant cette période de troubles. Ces plantes furent alors surexploitées pour sauver de la terrible famine due au manque de nourriture. C'était du lundi au dimanche, topinambour à toutes les sauces dans l'assiette et en guise de beurre le week-end, une demi-pomme de terre ou un demi-rutabaga s'ils avaient pu les mettre de côté. Mais rares furent ceux qui purent mettre de côté cette denrée autre que le topinambour, car les récoltes étaient systématiquement réquisitionnées en plein champ et vidées sous les yeux de leurs exploitants. Ce qu'on ne vous dit pas, pourquoi les soldats eux n'en mangeaient pas, ou très peu, car outre la croyance que le topinambour pouvait transformer en sauvage, c'est qu'ingéré en trop grande quantité, comme il le fut d'ailleurs, sa richesse en fibres et en inulines créait beaucoup d'inconforts intestinaux, des maux de ventre, des flatulences et des problèmes gastriques. À cette époque-là, en temps de guerre, sans le confort moderne que nous connaissons, l'eau courante, on imagine bien le mal-être des gens qui en mangeaient toute la semaine. Plus tard, avec l'armistice, ce légume trop associé aux mauvais souvenirs de disette et des terribles maux de ventre, on l'abandonna comme pour en enterrer cette période de guerre. Il est maintenant prouvé de façon certaine que le goût ramène des souvenirs. À ce moment-là, les Français ne voulaient plus penser à cette mauvaise période de guerre et de disette. Il sera alors exclusivement utilisé que pour nourrir le bétail et quitta les assiettes. Plus tard, à notre époque, il fut réintroduit dans les restaurants et les marchés comme légume ancien ou oublié, et on lui redécouvra sa saveur sans pour autant en connaître l'histoire comme vous la connaissez maintenant. Il est rare d'avoir une histoire aussi rebondissante pour un légume, n'est-ce pas? Alors, il existe tout un tas d'autres histoires non univoques concernant ce légume. Le topinambour, le récit que je viens de faire, est une concentration de faits et de lectures le concernant, parfois dilués à des sauces différentes. Parfois les dates diffèrent un peu, mais on en gardera l'essence de ses origines telles que racontées de nos jours, par l'histoire. Parlons de la plante. Donc c'est une rustique au feuillage caduc, de son petit nom Helianthus tuberosus, de la famille des Asteraceae, division Magnoliophyta, en classe Magnolopsida, sous-classe Asteridae, genre Helianthus, d'après la classification de Cronquist en 1981. Le topinambour est une plante vivace proche du tournesol, pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Elle est peu fragile et peu exigeante. Elle est si rustique qu'elle pousse même dans un sol pauvre et ne nécessite pas d'engrais. Peu de maladies et de parasites menacent sa croissance. Au jardin, les tubercules sont plantés au printemps, germent vers le haut en rang espacé de 60 cm entre chaque plant, et pour ma part à 30 cm de profondeur, bien que certains le cultivent proche de la surface à 15 cm et l'enfoncent jusqu'à 15 cm sous terre, au choix. Les semis s'étalent donc de mars à avril, on voit la levée environ un mois plus tard. En se développant, la plante donne naissance à des tubercules, exactement comme la pomme de terre, qui peuvent s'étaler sous terre, au-dessus ou en dessous du tubercule d'origine. On dit souvent qu'en mettre au jardin, ce n'est plus savoir s'en défaire, car on en oublie toujours au moment des récoltes, tant il est prolifique. La récolte intervient dès le moment où la partie aérienne de la plante se fane, devient un peu marron et a tendance un peu à s'émietter, à partir d'octobre-novembre une fois qu'elle est bien sèche, et jusqu'à mars. On prélève la plupart des tubercules et on en conserve d'autres pour les replanter, lesquels donneront chacun une plante qui développera ses propres tubercules. Il faut faire attention de le récolter au fur et à mesure des besoins pour sa consommation personnelle, car il ne se conserve que très mal une fois sorti de terre. Comme vous le voyez en vidéo, moi j'en fais des semis, donc je prends tout d'un coup. Les jours suivants, après récolte, je ferai quelques purées et une conserve ou deux. Le reste sera repiqué au printemps prochain. D'ailleurs, à moins d'une semaine et 10 jours, ils avaient déjà commencé à sécher dans la cagette. Pourtant, même dans une pièce fraîche et à l'abri de la lumière, ça va très vite. Pour ça que je vous dis, prenez-les au fur et à mesure. Le tubercule de topinambour a une excellente résistance au gel. Il tiendra tout l'hiver, sans problème, dans la terre. Mais il craint les rongeurs qui s'en délecteront pendant l'hiver, donc il faut y faire attention. J'ai perdu, lors de cette récolte, 3 ou 4 gros topinambours, à cause des rongeurs. Il s'adapte dans les sols argileux, dans les sols calcaires ou humifères. Même s'il n'a pas besoin de beaucoup, une terre pauvre lui permet de pousser. Une terre riche le rend abondant et presque incontrôlable. Le pH du sol n'a pas vraiment d'incidence sur sa culture. Bien qu'il préfère le type alcalin à neutre,
Il survit mais ne produit pas dans un sol acide. Vu que cette plante contient des tubercules, il préférera un sol bien drainé plutôt que d'avoir les pieds dans l'eau. En été, il aime les arrosages. Il peut être exposé au soleil ou à la mi-ombre. Il se cultive comme un tournesol dans des grandes lignes quoi. En septembre et en octobre, il est en pleine floraison. Des fleurs en forme de marguerite rappelant celle du tournesol mais en plus petit. Il tient bien la sécheresse, mais il déteste le vent. Préférez un endroit à l'abri direct des grands vents, car sinon il devient peu économe en eau. Ses feuilles vertes sont alternes, ovales, pointues, garnies de poils à la texture rugueuse. Vous avez pu les voir pendant toute la saison sur mes hebdos. C'est une plante qui produit beaucoup, le rendement est d'environ 50 tonnes de tubercules par hectare, et sa culture prend de 6 à 7 mois avant les premières récoltes. C'est une plante solide, comme je l'ai dit, qui ne craint pas vraiment les maladies ni les ravageurs, bien que l'oïdium, sévissant parfois pendant l'été, entraîne un feutrage blanc sur les feuilles, les jeunes pousses ou encore les boutons floraux. Supprimer les parties atteintes et pulvériser éventuellement du soufre en cas de contagion. Moi j'ai mis un traitement préventif à base de décoction d'ail. La limace aussi est un prédateur pour cette plante vorace, elle se régale des jeunes plants. Fabriquer des remparts naturels avec de la sciure de bois ou des coquilles d'œufs pilées par exemple. Le puceron, lui, se déplace en colonie et suce la sève des plantes. Pulvérisez sur la plante une solution à base de savon noir, ou d'ail, comme je l'ai dit plus tôt. Paillez le pied et butez-le pour l'aider à résister au vent et à la sécheresse. L'on peut faire un traitement préventif, à base de d'ail, pour lutter contre le puceron. Dans ce cas, je vous donne la recette. Portez 1 litre d'eau à ébullition, puis retirez du feu, incorporez 100 g d'ail épluché et haché. Couvrez et laissez refroidir. Filtrez et laissez diluer la solution à raison d'1 volume de solution pour 5 volumes d'eau. C'est-à-dire, en gros, on va mettre 1 volume de solution pour 5 litres d'eau. Pulvérisez sur les feuilles sans oublier le dessous. Renouvelez la pulvérisation au bout d'une semaine. Moi, je l'ai faite 2 fois par jour pendant 10 jours. C'est vrai que j'ai vu une forte diminution des pucerons. A savoir aussi que les feuilles vertes des tiges de topinambour, une fois séchées, sont très appréciées par les lapins. La couleur de tubercule varie en fonction des variétés cultivées. On trouvera principalement ces variétés-là. Le topinambour patate, il est jaune avec des tubercules qui sont gros, ronds, réguliers et jaunes. La chair blanche est très fine. Il est extrêmement résistant et productif, même voire rustique, et il s'épluche facilement. On a le topinambour fuseau. Les tubercules sont blancs, allongés et lisses. La chair est fine et sucrée. Il a une bonne production et il est très résistant. On a le topinambour Sakalinski. Il est un peu allongé, de couleur rouge ou blanche. Il a une très bonne qualité gustative, il est assez productif et rustique. On a le topinambour commun, le plus présent sur nos étals. Il est difforme et sa chair est blanche pour la variété blanche, voire rouge pour la variété rouge. Le topinambour violet de Rennes. Il est de taille moyenne et de couleur violet clair, avec une forme de massue ou de poire. Il a la chair savoureuse, et il fait partie bien sûr des premières variétés, donc c'est une très ancienne variété. Bon ok, on a vu son histoire, comment le cultiver, mais sur le plan nutrition, a-t-il des bienfaits, des vertus, en dehors de rendre musiciens ceux qui en mangent? Le topinambour contient de l'inuline, comme je viens de le dire. C'est un glucide dérivé du fructose, présent notamment dans les chicorées, le poireau ou encore l'asperge. L'inuline n'a aucune incidence sur notre glycémie. En revanche, notre corps ne possède pas les enzymes nécessaires à sa digestion. Conséquence, l'inuline fermente dans l'intestin et provoque des gaz. Si l'on ajoute à cela la forte teneur en fibres, on comprend qu'elle n'est pas très appréciée par les estomacs fragiles. La saveur sucrée du topinambour réduit également l'inuline qu'il contient. D'ailleurs, tout ce qu'on boit après avoir mangé du topinambour a un goût sucré. L'avez-vous déjà constaté? Dites-le moi dans les commentaires. Donc oui, c'est la réponse donnée à la question formulée il y a quelques secondes. A-t-il des vertus? Ben déjà, sur le plan nutritionnel, le topinambour apporte en moyenne 80 kcal pour 100 g, soit 346 kJ. Donc il refile beaucoup d'énergie. Déjà au niveau vitamines, le tableau ci-contre indique qu'il contient pas mal de vitamines B2, B3, B5 en grande quantité, de la B6, de la B9, de la vitamine C et de la vitamine E. Ensuite, regardons aussi au niveau minéraux. On voit qu'il est très riche de calcium, il a un tout petit peu de fer, une bonne part de magnésium, beaucoup de phosphore, énormément de potassium, un peu de sodium et un petit peu de zinc. Et au niveau de sa composition, on se rend compte qu'il est principalement, comme tous les légumes, constitué d'eau. Il a aussi une petite part de protéines, quelques lipides très rares, pas mal de glucides, du sucre, c'est ce qui lui donne son goût sucré, et des fibres. En outre, il est source de potassium qui contribue au fonctionnement normal du système nerveux, à une fonction musculaire normale, au maintien d'une pression sanguine normale. On a vu aussi qu'il contenait une bonne part de vitamine B9,
Les folates, vitamine B9, contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse, à la synthèse normale des acides aminés et à la formation normale du sang, au métabolisme normal de l'homocystéine et à des fonctions psychologiques normales, au fonctionnement normal du système immunitaire. Il est riche en minéraux et en sucre qui améliorent l'équilibre intestinal. On peut dire aussi qu'il est désinfectant, énergétique et nutritif. Il est riche, comme on vient de le voir, en vitamines, calcium, cuivre, fer. Donc, il contient, on le sait, également beaucoup d'inuline, ce qui en fait un légume très prisé pour les diabétiques. En cuisine, parlons-en. Pendant le temps nécessaire à son épluchage, mettez-les dans un saladier d'eau citronnée pour éviter l'oxydation. Ensuite, plongez-les dans l'eau bouillante de 20 à 30 minutes, ou de 5 à 10 minutes à la poêle, voire 15 minutes au wok, voire même encore 20 minutes à la cocotte. C'est le temps nécessaire à sa cuisson. Consommez-les ensuite en purée, en soupe, en gratin béchamel ou autre, voire même cru en salade, il existe quelques recettes. Quoi qu'il en soit, il est bien plus digeste accompagné, comme je le fais, d'une pomme de terre, qui en absorbe une partie de l'inuline, le rendant plus digeste. On peut également le faire comme dessert puisqu'il est sucré, un peu de cannelle et de fruits secs l'accompagnent très bien. Pourquoi pas même cuit en papillote. Voilà. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans le fil de discussion en dessous. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense avoir oublié, comme à mon habitude, des tonnes de choses le concernant, mais déjà, on a quelques bonnes bases sur la culture de ce légume, son histoire, et pourquoi pas un peu plus avec des recettes de cuisine. Allez, je vous souhaite de très bonnes plantations, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.